Sadat Begin à Ismaïlia, les divergences de la paix. Invité de notre journal, David Lazare, porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Avec Bernard Grégory disparaît l'un des plus grands savants français, le témoignage du professeur Louis Le Prince Ringuet. Exclusif Antenne 2, Adolfo Suárez, le Premier ministre espagnol, répond aux questions de Bruno Albin. La Renault 5 débarque en Amérique, premier reportage d'une série consacrée aux États-Unis, avant la visite en France de Jimmy Carter le 4 janvier. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il n'y a pas d'autre solution que la paix. Une fois de plus, ce matin, le président égyptien Anwar el-Sadat a dit à haute voix ce que beaucoup de responsables des pays arabes pensent sans pouvoir l'exprimer ou bien le faire. Pourtant, ce soir, certains sont déçus. Ils attendaient beaucoup de la réunion d'Ismaïlia entre M. Begin et M. Sadat. Ils en attendaient peut-être trop, finalement. La paix ne se fait pas en 3 réunions. Alors, entre Israéliens et Égyptiens, on s'est simplement installé ces dernières 48 heures dans la négociation. Une négociation qui durera vraisemblablement plusieurs mois. Et dans l'immédiat, les 2 responsables politiques concernés vont informer leur opinion publique des premiers résultats obtenus. Ensuite, le président égyptien, comme le fera M. Begin, informera ses alliés et ses amis. Pour M. Sadat, le plus dur sera de convaincre les autres capitales arabes de la justesse de ses vues. Le Premier ministre israélien, lui, devait téléphoner dès ce soir au président Carter et au Premier ministre britannique, M. Jim Callaghan. Auparavant, M. Menachem Begin a pris le chemin des écoliers pour rentrer chez lui. Partant d'Ismaïlia, son avion a fait un large détour puisqu'il a survolé les pyramides avant de mettre le cap sur Tel Aviv. Les pyramides, M. Menachem Begin ne les avait jamais vues, sinon peut-être sur des cartes postales. Et en descendant d'avion à l'aéroport de Tel Aviv, M. Begin était souriant et détendu. Il a même eu droit à quelques applaudissements. Pourtant, le sommet d'Ismaïlia n'est donc pas l'éclatant succès que beaucoup attendaient en Égypte comme en Israël, même s'il assure la poursuite de cet élan de paix provoqué par la mémorable visite à Jérusalem d'Anwar Sadat il y a un peu plus d'1 mois. La conférence de presse commune du président égyptien et de son hôte ce matin à Ismaïlia a permis de mieux évaluer les limites de l'entente possible entre le Caire et Jérusalem. L'obsédante question palestinienne demeure plus que jamais au cœur des divergences. Je suis pour la création d'un État palestinien en Cisjordanie, a encore souligné M. Sadat. M. Begin, lui, envisage une simple autonomie. Retrait total des territoires arabes réclame encore Sadat. Sur ce point, l'écho venu d'Israël reste faible. D'une même voix, cependant, Sadat et Begin concluent « Il n'y a pas d'alternative à la paix. Nous devrons surmonter les divergences, abattre les obstacles, car notre objectif commun reste la réalisation d'un accord global. » De ce voyage de Begin à Ismaïlia, les plus optimistes ont retenu le climat de confiance totale qui a marqué les entretiens, et c'est vrai. Cartes en main, on a parlé franchement du Sinaï, de Gaza, de la Cisjordanie et même du Golan. Et pourtant, aucun accord n'a été annoncé, ni même le calendrier d'une solution politique. On a tout renvoyé aux commissions politiques et militaires qui doivent se réunir à partir du mois prochain. En fait, le Sinaï ne pose pas de problème. Le retrait israélien est acquis, avec toutefois quelques modifications de frontières. Mais Sadat et Begin se sont bien gardés de l'annoncer, car c'était l'illustration même de l'accord séparé. Or, l'Égypte et Israël se veulent les conquérants de l'accord global. Mais quand on va au fond du problème, au Proche-Orient, on trouve les Palestiniens. Et là, Menachem Begin n'avait pas grand-chose de neuf à proposer, sinon ce plan déjà soumis au président Carter et quelque peu modifié pour le voyage d'Ismaïlia. Une vague autonomie à plus ou moins long terme pour la Cisjordanie, mais pas de reconnaissance de l'OLP et rien pour les 2 millions de Palestiniens dispersés dans le monde arabe. Sadat ne pouvait donc accepter. La bonne humeur de la conférence de presse cachait mal aujourd'hui une certaine déception au Caire. Même si les négociations vont reprendre bientôt, avec la même volonté d'aboutir, ce voyage de Begin à Ismaïlia n'a pas répondu aux espoirs de 40 millions d'Égyptiens. Et ce soir, on peut le dire, un coup de frein a été donné à la dynamique de la paix lancée par le président Sadat avec son voyage à Jérusalem. Alors David Lazare, je le disais en commençant ce journal, certains ce soir sont déçus et Philippe Rochaud nous le rappelait à l'instant. N'attendez pas trop finalement de ce premier sommet entre M. Sadat et M. Begin. Est-ce que la période de Noël ne vous a pas fait croire un peu au miracle, un miracle qui ne s'est pas produit? Peut-être. Il faut bien dire que on ne peut pas faire des coups de théâtre tous les jours.
bien sûr après le rendez-vous de Jérusalem. Et tout le monde étant un peu impatient, après 30 ans de guerre, on voulait voir tout de suite se résoudre les problèmes. Seulement, souvenons-nous, il fallait 5 ans de discussion et de pourparlers après la guerre de 30 ans pour arriver à un accord. Eh bien, nous sommes au début d'une route, nous sommes après 4 guerres, et je crois que le fait même que ces 4 guerres n'ont pas produit de haine en Israël, qu'après la visite on s'installe dans la discussion, comme si on discutait toujours, est un signe très très encourageant. Alors peut-être qu'on attendait trop, mais moi je ne vois pas de raison pourquoi il faut s'installer dans une déception. Les diplomates ne sont pas déçus, les diplomates sont là pour essayer maintenant d'avancer, et d'avancer en prenant les choses une par une, de façon systématique. Oui, mais David Lazare, on a déjà un peu l'impression que les discussions entre vous et les Égyptiens piétinent un peu. C'est-à-dire qu'à Ismaïlia et à Jérusalem, vous avez réglé les problèmes entre vos deux pays, mais on a l'impression qu'on est arrivé à une première limite du dialogue entre le Caire et Jérusalem. Non, ce n'est pas une limite du tout. Le problème est le suivant. Nous voulons, avec les Égyptiens, établir une paix globale. Une paix globale qui, pour l'instant, ne peut difficilement se faire, étant donné que les autres partenaires sont absents. Et Sadat ne veut pas parler aussi, ni pour Assad, ni pour les Palestiniens. Et surtout peut-on arriver à un arrangement global par le président égyptien interposé, alors que les autres refusent systématiquement de dialoguer. Eh bien, de ce fait, les choses doivent être prévues avec la plus grande prudence. Et ce n'est pas du tout que les choses piétinent, c'est que maintenant, on est arrivé surtout à des problèmes fondamentaux qu'il faut discuter avec la plus grande attention. La Cisjordanie, les Palestiniens, par exemple. Par exemple, précisément parce que les autres interlocuteurs ne sont pas là et qu'on ne sait pas vers quoi, vers qui, avec qui on discute, de quoi exactement. Eh bien, peut-être qu'il y a une diplomatie secrète derrière la diplomatie ouverte qui concerne certains contacts du président Sadat avec les autres, je n'en sais rien. Enfin, le fait est que si on veut avancer, il faut faire la chose de la façon la plus prudente. Alors, sur les problèmes fondamentaux, justement, il y a des divergences très importantes sur la Cisjordanie, sur les Palestiniens. M. Begin a parlé d'autonomie, d'autodétermination. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire cette autodétermination, cette autonomie, avec un retrait total des soldats israéliens de Cisjordanie? C'est le point fondamental, je crois. Écoutez, la paix se fait à partir de plusieurs éléments. Il y a le retrait, il y a la normalisation, il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes de démilitarisation, il y a les problèmes de la sécurité. C'est fondamental. On peut parler de la paix, il est important de parler de la paix, mais la paix sans la sécurité n'en est pas une. Et ce qu'il faut avant tout éviter, c'est un règlement sur papier qui ne sera pas soutenu par les arrangements sur le terrain. Or, précisément, le problème qui pose les Arabes palestiniens, les problèmes qui se posent en Cisjordanie, en Judée et en Samarie, sont des problèmes qui doivent prendre en considération également la sécurité d'Israël. Il est impensable, par exemple, qu'on puisse de nouveau arriver à une situation d'une largeur d'Israël, 12 km à la hauteur de Netanya, comme il est impensable qu'on accepte une situation dans laquelle un pays comme l'Irak puisse envoyer 500 chars comme ils l'ont fait pendant la guerre de Kippour. Donc, selon vous, selon Israël, pas d'État palestinien indépendant? Selon nous, la chose, encore une fois, doit être discutée par étapes, et par étapes qui, chacune, rassure Israël du bien fondé, de la normalisation et de tout ce qu'il faut pour arriver à une paix en définitive, sans fixer une date immédiatement, demain, dans un an ou deux. David Lazare, merci. Je suppose que nous aurons l'occasion de vous revoir assez souvent l'an prochain pour parler de cette situation au Proche-Orient et de ces négociations entre Israël et l'Égypte. En une semaine, 15 attentats, presque tous à l'explosif, ont été perpétrés en France. Il y a 8 jours, c'était le magasin Fauchon, place de la Madeleine, qui sautait. Cette nuit, dernier attentat en date, c'est la maison de M. Alain Griottret qui a été détruite en Corse. Durant le week-end de Noël, 4 attentats ont d'ailleurs été commis. 2 attentats au plastique cette nuit, tous deux revendiqués par des inconnus réclamant du Front de libération nationale de la Corse.
près de Bastia, en Haute-Corse. C'est la résidence secondaire donc de l'ancien député du Parti républicain, M. Alain Griottret, qui a été entièrement détruite. Et à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, c'est la gare SNCF qui a sauté de ce bâtiment d'un étage. Il ne reste que ces blocs de béton disloqués. La voie ferrée a été endommagée et depuis le trafic est interrompu entre Paris et Roissy. Ces attentats interviennent peu après l'annonce faite par les nationalistes corses de reprendre l'action clandestine. Autre homme politique visé par un attentat, M. Georges Marchais. Des inconnus ont tiré dans la porte de sa maison de campagne durant la nuit de Noël. La police judiciaire de Versailles a ouvert une enquête. Pour le Parti communiste, il s'agit d'un attentat fasciste délibéré. Enfin, Raspoutine, le célèbre cabaret russe proche des Champs-Élysées, a été lui aussi victime des poseurs de bombes. Rien n'indique qu'il s'agisse pour l'instant d'un acte politique. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Si la trêve... Non, pardon. Un homme est mort samedi en France, un homme peu connu du grand public. Il s'appelait en effet Bernard Grégory, à l'âge de 58 ans. Bernard Grégory était pourtant l'un des plus grands savants de notre pays, délégué général à la recherche scientifique et technique, ancien directeur du laboratoire de l'école polytechnique, ancien directeur général du CNRS. Il était également membre correspondant de l'Académie des sciences. Et Bernard Grégory s'était longtemps passionné pour l'étude des rayons cosmiques. À l'école polytechnique, il avait succédé au professeur Le Prince Ringuet. Alors professeur, quelle place occupait votre successeur Bernard Grégory dans le monde de la science française? Bien, Bernard Grégory, je l'ai très bien connu pendant près de 40 ans, puisque je l'ai connu quand il est arrivé comme élève en 1938. Après ça, il a été aux États-Unis, il est revenu, il a été mon collaborateur, mon élève, et puis progressivement, vous savez, les jeunes deviennent les maîtres des plus vieux, il est devenu mon maître. Et devant sa compétence, ses qualités, eh bien, je n'étais plus grand-chose à la fin. Je dois dire que Bernard Grégory, pour moi, c'est l'opposé de tous ces gens agités, arrivistes, affairistes, vaniteux que l'on voit toute la journée autour de soi. C'était vraiment un homme d'une pondération, d'un calme, d'une intelligence absolument supérieure et en même temps d'un accueil, d'un abord très sympathique. Il aimait ce qu'il voyait, il s'occupait de beaucoup. Alors sa qualification scientifique d'abord à l'école polytechnique où il a été professeur, où il a dirigé des équipes de recherche, de très belles expériences, en particulier au pic du Midi de Bigorre, avec Charles Peyroux sur les rayons cosmiques. Et puis alors ensuite, à un niveau plus large, plus européen, il s'est intéressé beaucoup au Centre européen de recherche nucléaire. Il a construit, avec l'aide du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, une grande chambre, un grand appareil de détection qui est arrivé au moment où le CERN a été mis en service en 1959-60. On a pris 10 millions, plus de 10 millions de photographies qui ont été réparties entre tous les laboratoires de l'Europe grâce à cette chambre. Et puis après, il a été considéré comme étant le plus apte, le plus capable pour diriger effectivement ce grand centre européen. Il a été au fond plébiscité par l'ensemble des physiciens de l'Europe comme étant à la fois un excellent physicien et un excellent organisateur, et puis un homme équilibré, cherchant la justice, un homme aimable, un homme tenace, et il a fait prospérer le CERN entre 65 et 70. Alors après 70, revenu à Paris, il m'a succédé au laboratoire de physique, après quoi il a accepté, je dirais bien malgré lui, d'être directeur général du Centre national de la recherche scientifique, et puis après ça, délégué à la recherche scientifique, délégué et technique. Ce sont des occupations qui n'étaient plus tellement scientifiques, qui étaient scientifiques en partie, c'est ça qui l'ennuyait. Administrative également. Administrative également. Il avait des épaules très solides, il était capable de supporter, de porter tout ça. C'est un grand seigneur de la science. Merci beaucoup, professeur. Si la trêve politique est semble-t-il respectée en cette dernière semaine de l'année 1977, il n'en est pas de même dans le secteur social. À Clermont-Ferrand, les ouvriers de Michelin sont en colère, ils sont en grève. La CFDT et la CGT avaient d'ailleurs appelé aujourd'hui l'ensemble des salariés du Puy-de-Dôme à un arrêt de travail. La grève chez Divindôme dure depuis 8 jours et elle est suivie avec beaucoup d'attention à Clermont-Ferrand. Dans la capitale du Puy-de-Dôme, un habitant sur 3 dépend en effet directement ou bien indirectement de Michelin. Près de 28 000 personnes dans cette région travaillent chez le premier fabricant français de pneus, premier français et troisième mondial, derrière les deux américains Goodyear et Firestone. Michelin a réalisé l'an passé plus de 13 milliards de francs de chiffre d'affaires.
L'étranger, bouleversement gouvernemental en Tunisie qui ne touche cependant pas le Premier ministre, M. Heidi Nouira. Le président Bourguiba vient de pourvoir aujourd'hui les postes ministériels restés vacants par une cascade de démissions, 6 en 4 jours depuis le limogeage vendredi du ministre de l'Intérieur, M. Tahar Belkodja. La crise qui opposait la tendance sociale modérée aux partisans de la fermeté se termine donc à l'avantage des seconds. À noter dans cet important remaniement ministériel le retour du fils du président Bourguiba, M. Habib Bourguiba Jr., qui revient donc avec le titre de conseiller spécial à la présidence. Et puis ce soir, nous voudrions aussi vous faire un peu mieux faire la connaissance de celui qui, pour la rédaction d'Antenne 2, est aussi l'homme de l'année en compagnie de M. Sadat et de M. Begin. Cet homme, ce soir, nous avons choisi celui qui, sans faire beaucoup de bruit, sans caméra de télévision, sans discours retransmis en mondovision dans le monde entier, a fait franchir à l'Espagne le cap redoutable de la succession du général Franco. Adolfo Suárez était inconnu il y a 2 ans. Aujourd'hui, Premier ministre du roi Juan Carlos, il gouverne l'Espagne. Il n'aime pas la publicité, il n'avait jamais voulu répondre à une interview télévisée. Ce soir, il répond aux questions du correspondant à Madrid d'Antenne 2, Bruno Albin, un portrait que les téléspectateurs espagnols vont suivre en même temps que vous sur les écrans de la télévision ibérique. Deuxième anniversaire de la mort du général Franco. L'extrême droite voulait rassembler 1 million d'Espagnols, faire une démonstration de force. Il n'était en fait que 50 ou 60 000, une poignée de nostalgiques du franquisme. Ils n'ont rien démontré, sinon qu'ils marchaient à contre-courant de l'histoire. Leur fanatisme s'attise à la seule pensée du marxisme. Leur rancœur, ils la dédient à l'homme qui, depuis 18 mois, aide les Espagnols à tourner la page, Adolfo Suárez. Depuis qu'il dirige la politique espagnole, Adolfo Suárez a abattu les pierres d'angle du système franquiste et rétabli le pluralisme des partis, gommé presque complètement 40 ans de dictature. Homme de l'année? Non, répond-il, je ne suis que l'artisan d'une politique rendue possible par la couronne et voulue par le peuple. Yo diría que el protagonista más importante de todo este proceso de desarrollo político ha sido el pueblo español. Yo creo que el pueblo español ha dado unas muestras de madurez, de reflexión, de serenidad y de sensatez realmente impresionantes, y que él es el auténtico protagonista, y yo diría que el personaje importante de este difícil año político que ha vivido España. Les élections libres, il les gagne. Sa coalition, l'Union du Centre démocratique, s'assure presque la majorité absolue. Adolfo Suárez, confirmé par le roi à la tête du gouvernement, est en quelque sorte légitimé par le suffrage universel. Au Congrès des députés, il siège au banc des ministres. Dans le débat démocratique qui s'ébauche, il se retrouve face à face avec les proscrits d'hier, aujourd'hui simples adversaires politiques. Felipe González, le chef de l'opposition socialiste, Santiago Carrillo, le communiste, on s'affronte au Cortés, mais on sait aussi se retrouver pour consolider la démocratie nouvelle. Sin duda alguna, el acontecimiento más importante de este año para mí ha sido la celebración de las elecciones generales legislativas el 15 de junio, y no solamente por el hecho de que fueran las primeras elecciones libres y bajo el prisma del sufragio universal, directo y secreto de todos los españoles, sino de una manera muy especial por el clima en que se desarrolló la jornada electoral, por la escrupulosidad con que se siguió todo el proceso de las elecciones y el hecho mismo de que nadie, ni dentro ni fuera de España, haya puesto en duda la validez democrática de esas elecciones. Diría, por tanto, que ese es el punto más importante, a mi juicio, de este año pasado. Y también, usted lo ha destacado, los pactos de la Moncloa tienen también la importancia de que todas las fuerzas políticas democráticas con representación parlamentaria, bueno, pues han coincidido en el diagnóstico de la situación económica española y han puesto a contribución su esfuerzo para sacar a España, en un momento tan delicado como este de la consolidación de la democracia, han puesto, repito, todo su esfuerzo para que pudiéramos caminar juntos ese trecho de camino que es preciso y necesario recorrer en consenso con todas las fuerzas políticas. Heure par heure, seconde par seconde,
Ainsi, Adolfo Suárez, chef de gouvernement, suit-il l'évolution politique de l'Espagne depuis le palais de la Moncloa. Dans ce pays, sans tradition démocratique récente, les règles du jeu s'improvisent encore au gré des circonstances, l'habileté à se glisser à travers les écueils est fondamentale et à cet égard, Adolfo Suárez est l'homme politique clé de la situation préconstitutionnelle de l'Espagne. Yo diría que he adquirido una enorme experiencia en los asuntos de gobierno. He puesto en los asuntos de gobierno toda la reflexión de que soy capaz y toda la prudencia y al mismo tiempo la audacia que es necesaria en una etapa como esta en la vida política española. Y sobre todo he sacado la conclusión de que en la vida política, como en todas las demás situaciones, no hay que arrinconar a nadie. Que en la vida política hay que dialogar mucho, que hay que hablar mucho con toda la gente, que hay que comprender las posiciones de todos, defendiendo desde luego el modelo de sociedad que uno quiere y que mi partido político, por ejemplo, desea que se consolide en nuestro país. Le non aux autonomies qui divise l'Espagne, thèse franquiste, est aujourd'hui devenu un oui aux autonomies qui rassemblent les peuples d'Espagne. Mais si les Catalans ont retrouvé leur généralité, les Basques attendent toujours, les Andalous aussi, et de Malaga à Irún, la violence et le terrorisme continuent à faire des victimes. Las alteraciones de orden público y la existencia de estos actos de terrorismo a los que el gobierno piensa y da respuesta adecuada, porque las fuerzas de orden público son las encargadas, evidentemente, de mantener el orden y de perseguir la delincuencia, cualquiera que sea esta delincuencia, pienso que sus instigadores pueden en alguna medida intentar evitar el proceso político español. Lo que sí que puedo afirmar es que no lo van a conseguir. El proceso democrático español es, a mi juicio, absolutamente irreversible. Es un proceso querido y deseado por el mismo pueblo español y ciertamente todas las fuerzas políticas harán lo que sea preciso para que este proceso democrático no se vea interrumpido por muchos ataques que reciba desde elementos terroristas. L'itinéraire parcouru par l'homme qui, au lendemain de la mort de Franco, occupait au gouvernement le portefeuille de ministre du mouvement, ministre de la Phalange, est à l'image du chemin emprunté depuis 1 an et demi par la nouvelle Espagne démocratique, surprenant et rassurant à la fois. Où Adolfo Suárez trouve-t-il l'énergie qui lui permet d'affronter les remparts d'un conservatisme hostile? La réponse ne peut être donnée que par le seul démon qu'il habite et qu'il reconnaisse, celui de la politique. En sport, je ne vous parlerai pas ce soir des problèmes financiers du Paris Saint-Germain. Attendons la semaine prochaine pour en savoir davantage, à moins peut-être que d'ici là, Daniel Echter, le patron du PSG, ne rompe le silence qu'il s'est imposé depuis plusieurs semaines. Plus réjouissant que ce dossier à l'odeur d'argent, il nous faut suivre les exploits d'un jeune tennisman. Il s'appelle Yannick Noah. Sa mère est de Sedan. Son père, né au Cameroun, a longtemps défendu les couleurs de l'équipe ardennaise de football. Yannick Noah, demain, va lui disputer la finale de l'Orange Bowl, un tournoi de tennis qui se déroule à Miami, en Floride, et qui est considéré comme le championnat du monde junior des tennismen. Durant cette finale, Yannick Noah rencontrera le Tchécoslovaque Lendl. Si Noah l'emporte, il rejoindra au palmarès 2 Français qui furent les meilleurs juniors de leur époque, même s'ils ont déçu ensuite Georges Goven et Chanfron. Et puis, l'actualité sportive a perdu hier peut-être son champion favori. Raymond Poulidor ne fera plus jamais la une de l'équipe, de France Soir ou bien du journal d'Antenne 2. Après 20 ans de bons et loyaux services, Poulidor raccroche. Il a couru sa dernière course hier dans le Nord. Il s'agissait d'un cyclocross et Poulidor a terminé 7e. Quelques jours avant ses derniers coups de pédale, Pierre Salviac l'avait rencontré, l'occasion de faire un bilan et de parler aussi de l'avenir. La carrière d'un sportif est très courte et à l'époque où nous vivons actuellement, même en ayant gagné beaucoup d'argent, du jour au lendemain, vous pouvez très bien vous retrouver sans argent. Alors ce qui compte avant tout, c'est de savoir placer cet argent, d'être réaliste, de dire ça ne durera, cette vie de millionnaire que je mène actuellement, ça ne durera pas éternellement. Il faut penser à l'avenir, puisque lorsqu'on arrête, je me répète, une carrière de sportif, la vie continue et continue quelquefois longtemps après. La France est fière de ses parfums, de sa cuisine et de Raymond Poulidor. Vous êtes un phénomène social, est-ce que c'est vrai? Oui, d'ailleurs, je suis très satisfait puisque à Saint-Léonard-le-Blas, il y avait une petite entreprise de bonneterie qui avait été obligée de licencier du personnel. C'était à un échelon très bas.
Et cette entreprise est venue me voir pour voir si je ne voulais pas essayer de sauver, si c'était possible, cette petite entreprise en fabriquant des maillots, de tout le panoplie du sportif, du coureur cycliste en particulier, portant mon nom. J'ai accepté d'entrer et aujourd'hui j'en retire une très grande satisfaction, car cette petite entreprise est repartie et elle embauche à nouveau du personnel et pour moi c'est un des plus beaux, c'est une satisfaction personnelle que j'éprouve. Raymond Poulidor, vous avez regretté un jour que le vélo ne soit pas éternel comme les neiges du Mont Blanc, avez-vous dit. Alors est-ce que vous regrettez cela parce que finalement vous avez peur de vieillir? C'est pas tellement le mot peur de vieillir, mais lorsque je repense ma carrière qui a été très longue, pour moi je me suis dit effectivement je serai éternel, cette carrière n'en finira plus puisqu'il y a déjà tant d'années que je suis là, pour moi ça n'aura pas de fin. Et puis je m'aperçois aujourd'hui qu'il faut bien en finir. Et je crois que tous les sportifs de haut niveau redoutent ce moment-là, cet instant-là, puisque du jour au lendemain, on est obligé d'être obscur. Mais je ne pense pas, puisque j'ai été quand même un homme de la campagne, et là, ça me servira beaucoup. J'ai toujours été élevé à la campagne, pas vivre comme un solitaire, mais presque. Alors je pense que pour moi, ça sera peut-être mon point fort pour affronter cette nouvelle expérience de la vie. Au revoir, Poulidor. Je vous propose maintenant de traverser l'Atlantique. Nous le ferons d'ailleurs chaque soir tout au long de cette semaine. Le premier invité de la France pour l'année 1978 sera en effet le président Jimmy Carter. Le numéro 1 américain arrivera en France le 4 janvier. Nous aurons donc le temps et l'occasion d'en reparler. Ce soir, c'est deux voitures dont je veux vous parler. Non pas de ces belles américaines que l'on voit de temps en temps sur nos routes, mais des petites françaises qui tentent une percée aux États-Unis. Ces petites françaises, ce sont les R5 de la régie Renault. Elles espèrent prendre la place laissée désormais vacante par la Volkswagen. Nous ne sommes ni au Mans, ni à Rouen, nous sommes aux États-Unis à 30 km de New York. Et ce ne sont ni des voitures de compétition, ni des voitures de rallye, ce sont tout simplement des Renault 5, opération publicitaire organisée par les concessionnaires américains de Renault, à laquelle chacun des propriétaires d'une Renault 5 pouvait participer. Une image en tout cas de ce que tente Renault aux États-Unis depuis plus d'1 an. Un véritable pari, introduire sur le marché américain non pas une série de modèles, mais une seule voiture, celle qui peut surprendre, la Renault 5, baptisée pour cette opération le Car. On est arrivé avec la 5 finalement aux États-Unis et on a eu un succès incroyable. Le Car, le nom Le Car nous a mis sur le marché américain. Mais c'est une question de consommation d'essence, de grandeur de voiture? Primairement la consommation, l'économie, la suspension et le fait que les Américains recherchent une voiture économique désormais. Les prix pour une Renault 5 TL, un peu moins de 18 000 francs. Pour la GTL, le modèle de luxe, 20 000 francs, y compris bien entendu tous les accessoires obligatoires sur le marché américain. Système anti-pollution, pare-chocs renforcés, etc. Une voiture donc vendue moins chère qu'en France, Renault y perd de l'argent volontairement, mais qui reste tout de même très chère pour les Américains. Pour 20 000 francs, on peut encore trouver une belle américaine, plus spacieuse, plus confortable et plus puissante. La Renault 5 n'est pas à la dimension des voitures américaines normalement proposées sur le marché, mais justement c'est pour rentrer dans ce qu'on appelle un créneau du marché que les Américains ne produisent pas, eux, et qui intéresse un certain nombre de personnes, pas tout le marché, mais une frange donnée du marché, et c'est sur cette frange-là que l'on désire se concentrer. Il y a un gros reproche qu'on vous fait aux États-Unis, avoir lancé une voiture depuis plus d'1 an, d'avoir un peu oublié le service après-vente. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Nous avons des pièces détachées partout aux États-Unis, sur la côte Est, dans les Grands Lacs, sur la côte Ouest. Et au cas où quelqu'un aurait besoin d'une pièce détachée en dehors de ces territoires de concentration, nous avons ce que nous appelons des lignes d'action rapides et nous garantissons à notre clientèle l'approvisionnement en pièces dans les 48 heures. 11 000 voitures vendues cette année aux États-Unis, Renault espère doubler ce chiffre l'an prochain. Le premier pari est déjà gagné, surprendre les Américains sur un marché où les entreprises françaises baissent trop souvent les bras.
Voilà, cette édition est terminée. Aux alentours de 24 heures, c'est Hervé Claude qui vous tiendra au courant des derniers développements de l'actualité. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 20 heures. Mais pour nous quitter, je vous propose ce dessin de Gus, l'hommage de notre dessinateur et aussi de toute la rédaction d'Antenne 2 à Charlie Chaplin. Chaplin qui sera inhumé demain matin dans le petit cimetière de Vevey en Suisse, Vevey, où Charlot a passé les 25 dernières années de sa vie, où il est mort dans la nuit de Noël, en se souvenant peut-être des lumières de la ville.